En mai 1936, un formidable mouvement de grève déferle sur la France. Un très grand espoir s'est emparé de la classe ouvrière avec la victoire du Front populaire mené par Léon Blum. Des millions d'ouvriers occupent leurs usines pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail. Congés payés, semaines de 40 heures, conventions collectives. Ce mouvement social extraordinaire va permettre d'arracher au patronat, jusqu'ici tout puissant, de nouveaux droits pour tous les travailleurs. Cette immense victoire sociale a été rendue possible grâce à l'union des forces de gauche fédérées pour contrer la menace fasciste. Avec un programme commun, redonner espoir aux travailleurs durement frappés par la crise économique, afin de contrer l'extrême droite qui, en février 1934, s'est emparée de la rue. Le 6 février 1934, c'est une grande manifestation des ligues parisiennes d'extrême droite qui vont défiler à Paris en soirée. Ces manifestations se dirigent toutes vers un point central qui est le Palais Bourbon. Il va y avoir des affrontements très violents entre les forces de l'ordre et les ligues. Mais l'important, c'est que ce soir-là, Édouard Daladier, qui avait été nouvellement investi président du Conseil, va donner sa démission. Au Parlement, il est interpellé, perd son statut de grand combattant de la Première Guerre mondiale, il devient le fusillère du peuple. Pour la gauche, c'est un traumatisme. C'est la première fois qu'une manifestation de rue, ici plus d'extrême droite, conduit au renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Pour les forces de gauche, c'est incontestablement un coup d'État fasciste. Et donc, il y a une prise de conscience générale qu'il faut défendre maintenant, au-delà des différences politiques, de politiques économiques, sociales, politiques qu'on peut conduire. Là, ce qui est en jeu maintenant, c'est la République et les libertés publiques. Et c'est en ce sens d'ailleurs que Léon Jouot, dès le lendemain du 6 février 1934, envoie un télégramme à l'ensemble des UD pour se tenir prête pour défendre la liberté. On rentre dans un processus de lutte antifasciste et la CGT est à la manœuvre. Le 12 février 1934, la CGT et la CGTU appellent à une journée d'action pour riposter en masse à la menace fasciste. De nombreuses associations, dont la Ligue des droits de l'homme, se mobilisent à leur côté. Arrivés à la place de la Nation, les cortèges socialistes et communistes vont converger et se rejoindre au cri de l'unité. Incontestablement, à la base, pas au sommet, mais à la base, chez les gens qui manifestent, chez les peuples travailleurs, il y a une aspiration très forte à l'unité contre le fascisme. On peut même dire que le 12 février, c'est le point de départ du processus qui va donner naissance au Front populaire en 1936. Il faut rappeler que Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933 et qu'en 1934, les libertés publiques, syndicales et politiques en Allemagne sont liquidées. L'ennemi public pour les forces de gauche, y compris et surtout communistes, ça devient Hitler et les fascistes. Le 14 juillet 1935 est une journée décisive dans le processus de constitution du Front populaire. C'est le fameux discours de Maurice Thorez le 14 juillet où il fait converger le drapeau rouge et le drapeau bleu, blanc, rouge, celui de la République. Le Parti communiste se nationalise. Il se réinsère dans l'histoire nationale française. Voyons dans le drapeau tricolore le symbole des luttes du passé et dans notre drapeau rouge le symbole des luttes et des victoires futures. Et donc ce jour-là, il y aura une manifestation populaire très forte, une des plus fortes dans l'entre-deux-guerres, et qui va donner ce qui sera le point de départ réel du Front populaire. Actuellement, les grandes manifestations du mouvement ouvrier ou du monde du travail, c'est souvent le 1er mai. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, c'était le 14 juillet. C'est la République, c'est la Révolution française, c'est la fête de tous les citoyens. Les travailleurs se sentent des citoyens ce jour-là. Donc il y a une tradition très forte de mobilisation citoyenne, notamment à gauche, ce jour-là. Et le 14 juillet, dans ce contexte-là, va prendre encore une dimension encore plus forte, parce que la République est menacée cette fois-ci dans ses fondements. C'est une manifestation pour la défense des libertés publiques contre le fascisme. Mais évidemment, la CGT, notamment parce qu'elle doit gérer les conséquences dramatiques de la crise, a un programme. La CGTU rappelle qu'elle est prête à contribuer en pleine loyauté à l'élaboration d'un programme revendicatif et d'action dont la mise en vigueur garantira aux masses le travail et le pain. À droite
il y a le Parti radical, et ce Parti radical se méfie beaucoup du programme social à la fois des socialistes et des communistes, mais c'est un parti républicain, les libertés publiques sont une chose essentielle pour lui, et évidemment il sent la menace par le fascisme d'une atteinte aux libertés publiques en France. Et donc il se rapproche du Front populaire, et on peut dire que le 14 juillet 1935, c'est le fameux serment, nous faisons le serment solennel d'être ensemble dans la constitution du Front populaire, avec le pain, la paix, la liberté. Nous voulons lutter aussi pour la paix, contre les marchands de canons, contre les banques, contre les trusts et cartels économiques qui nous ont exploités avant, pendant et après la guerre. En avant, jusqu'à la mort, pour le pain, la paix et la liberté. C'est une dynamique très importante qui va se concrétiser très rapidement. Ce 1er mai va donner un élan considérable qui va permettre au tout début de mai 1936 la victoire électorale du Front populaire. Le 1er mai 1936 va être un mouvement extrêmement puissant. Il arrive 2 mois après le congrès confédéral de Toulouse qui vote la réunification de la CGT et la CGTU. Ce 1er mai historique intervient dans le contexte des élections législatives qui ont mis les forces de gauche au premier tour en position de l'emporter. Léon Blum va être pressenti comme président du Conseil, mais il va donner du temps pour former son gouvernement. Et dans cette période-là, ça va être le moment déclencheur d'une formidable mobilisation sociale qui débute au Havre et qui ensuite va s'étendre à Paris, en région parisienne et dans toute la France. Les patrons sont très étonnés de ce qui leur arrive. Ils contemplent leurs ouvriers avec surprise. Ceux-ci écoutent leurs délégués syndicaux. Ceux qui ont refusé leur solidarité à leurs camarades, leur attitude est stigmatisée en termes parfois très vifs. Alors, c'est une mobilisation inédite, d'une ampleur inouïe qu'on n'avait jamais connue en France, qui va se traduire concrètement par des occupations d'usines. Alors, pourquoi des occupations d'usines ? Parce que jusqu'au début des années 30, la réponse patronale aux grèves, ça s'appelait le lock-out. Et qu'est-ce que c'était le lock-out ? C'est-à-dire que le patron fermait l'usine, il n'y avait plus d'accès aux usines, les travailleurs ne pouvaient plus travailler et ils n'étaient plus payés. Et ensuite, le patron recrutait à la fin de la grève et ça lui permettait de laisser sur le carreau un certain nombre de meneurs, d'agitateurs, enfin ceux qui étaient perçus comme tels par le patronat. Pour contrer cette pratique patronale, instinctivement, spontanément, les travailleurs décident d'occuper les usines. Ils prennent le contrôle des usines et c'est un traumatisme considérable pour le patronat français. Banquet chez Renault. Et la mascotte de l'usine n'est pas oubliée. Un estomac rempli et une conscience satisfaite incitent au sommeil réparateur. Le problème du couchage est rapidement résolu par les hommes qui, seuls, occuperont les usines pendant la nuit. Et le réveil se fait sous le signe de la bonne humeur. La force de ce mouvement, elle est considérable. À son point maximum, on recense en France 1,8 million de travailleurs grévistes. C'est du jamais vu. Elle touche essentiellement, en plus, les forces productives, c'est-à-dire la métallurgie, la chimie, enfin, les producteurs sont massivement en grève. Alors quand on occupe complètement, se met en place une démocratie, on va dire, ouvrière, on organise l'occupation, et donc très rapidement, il faut trouver des activités. Alors ça commence déjà par beaucoup de discussions, d'AG, d'assemblées générales, de travailleurs, de travailleuses, parce que les travailleuses sont dans la lutte. Mais l'idée très vite s'impose d'occuper aussi les travailleurs, parce que c'est long de rester l'arme au pied, sans rien faire, sans but, sans objet. Enfin voilà, personne ne sait quand est-ce que ça va se terminer. Donc très vite s'installe l'idée de danser, de chanter, de faire des animations, et cette aspiration très forte à la dignité. Chez Renault. On n'a jamais eu autant, sur une période aussi courte et rassemblé autant de travailleurs
qui font lutte dans des formes totalement inédites. L'ambiance de carnaval, les charivaris qui se produisent à ce moment-là, c'est des choses qui sont inédites. Le philosophe Simone Weil, qui a suivi ces grèves avec le plus grand intérêt, qui parle de joie, alors que le quotidien des travailleurs avant 1936, c'était bien souvent la misère, la crise était là. Quand il y avait du chômage, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien, c'était la misère. D'ailleurs, le peuple, au lendemain des accords de Matignon, titre « Victoire sur la misère ». Des négociations s'ouvrent à Matignon dans la nuit donc, du 6 au 7 juin. Pour la première fois, autour d'une table de négociation, il y a la CGT et des représentants du gouvernement et du patronat, et parmi les principaux représentants. Et nous venions là avec des revendications que la CGT avait dans son programme. La discussion a été assez rapide, elle a duré moins qu'à Grenelle. La puissance du mouvement ouvrier était telle, les conditions qu'avait créées dans la population en général le succès du Front populaire faisait que la grève des ouvriers et l'occupation des usines étaient soutenues par une grande partie de la population. Les patrons, ils se jugeaient, c'est des patrons de droit divin dans l'entreprise. Et là, l'occupation des usines, c'est, on peut dire, le crime absolu, l'horreur absolue. Léon Blum et le patronat doivent tenir compte du rapport de force qui s'est installé dans ce pays et des 1,8 million de travailleurs grévistes. Devant notre insistance à obtenir davantage, Lambert Ribot se tourne vers moi, il me dit « Mais monsieur Frachon, en avez-vous vu souvent des augmentations aussi importantes que celle-ci pour l'ensemble des ouvriers ?» Monsieur Lambert Ribot, c'est la première fois. Vous avez vu souvent, vous, des grèves comme celle-ci, de cette profondeur et de cette ampleur? M'a répondu, je savais que vous alliez me répondre ça. J'ai répondu, vous savez, pourquoi poser la question? Parce que non seulement vous allez donner l'augmentation des salaires que nous réclamons, mais vous ferez autre chose. Et donc ça va déboucher sur les fameux accords de Matignon, qui reconnaissent donc entre autres les contrats collectifs, les délégués du personnel, les 40 heures, les congés payés, 15 jours de congés payés, c'est de l'inédit, et une augmentation généralisée de salaire de l'ordre, selon les branches, de 7 à 15% pour tous les travailleurs. C'est un moment incroyable, les gens qui partent sur des tandems, parce qu'à l'époque on a les Parisiens qui prennent leur tandem et qui vont sur les plages de la Manche, les trains, avec la découverte des transports par le train, avec les billets congés payés qui vont arriver très vite. Pour beaucoup de travailleurs, je pense même aux travailleuses dans le commerce, il n'y avait pas un seul jour de congés payés. Dans beaucoup de petites branches, il n'y avait rien. Et ça, c'est quelque chose d'inédit et qui va marquer le début de la société de loisirs et qui va marquer aussi le début pour les travailleurs de l'entrée dans un domaine qui était réservé à la bourgeoisie, qui est celui de la culture. Il y a des initiatives très fortes autour du sport, de la lecture, du théâtre, de la musique, qui prennent vraiment naissance à ce moment-là. Il y a une ruée syndicale très importante qui se produit au lendemain de ces grèves, de ces occupations d'usines. Je crois qu'on atteint le chiffre de près de 4 millions d'adhérents à la CGT. Donc pour la CGT, c'est incontestablement un très grand succès. D'abord parce qu'elle est à l'origine du processus qui a donné naissance au Front populaire, la manifestation du 12 février 1934. 1935, elle est pleinement dans la dynamique de cette journée qui donne le point de départ du Front populaire véritablement. Et puis la réunification syndicale qui va permettre de donner confiance aux travailleurs. La Confédération générale du travail, ses unions régionales et départementales ont dirigé le mouvement, conduit les grèves, orienté les revendications jusqu'à la victoire définitive. La génération 1936, c'est aussi la génération qui sera celle de la résistance, de la libération. Donc c'est la génération qui va apporter les grandes poussées progressistes
les deux plus grandes poussées progressistes de la France avant mai 1968. On parlait souvent de la classe ouvrière comme le quatrième État. Là, on peut dire qu'ils sont devenus pleinement citoyens.